Poids et conséquences du passé colonial, instabilité des gouvernements et des institutions étatiques, corruption, économie en ruine, violences armées et gangs, catastrophes naturelles et changements climatiques, Haïti souffre depuis plusieurs décennies de crises multidimensionnelles qui en ont fait l'un des pays les plus fragiles au monde. Retour sur les enjeux historiques et politiques et géopolitiques qui entourent ce territoire singulier. Haïti est un État des Grandes Antilles. Il est entouré au nord par l'océan Atlantique et au sud par la mer des Antilles. Il se situe sur l'île d'Hispaniola qu'il partage avec la République dominicaine. L'île se situe à l'est de Cuba, à l'ouest de Porto Rico, État associé aux États-Unis. La superficie du territoire est de 27 750 km², soit 36% de la superficie totale de l'île. Haïti compte 11 700 000 habitants. En 2024, 50% de sa population est catholique, 45% est protestante et la pratique du vaudou reste importante. Les langues officielles sont le créole et le français. La capitale, Port-au-Prince, concentre à elle seule près de 3 millions d'habitants. Le territoire, escarpé, regorge de ressources naturelles telles que les mines d'or, de nickel, de cuivre, mais qui restent peu exploitées. Haïti s'est également imposé dans le passé comme producteur majeur de sucre, de café et de coton. Le passé colonial, l'esclavage et la succession des crises multifactorielles quasi continues depuis son indépendance ont jusqu'ici empêché Haïti de capitaliser sur ses richesses. Le 6 décembre 1492, Christophe Colomb débarque sur une île qu'il baptise Hispaniola. Les Espagnols prennent possession de ce territoire et déciment les populations caribéennes. En 1517, la traite des esclaves est autorisée par Charles Quint. Venant d'Afrique, ils deviennent la population principale d'Hispaniola. En 1640, des corsaires français débarquent sur la partie occidentale de l'île d'Hispaniola et en prennent le contrôle pour le compte de la France. Le traité d'Aranjuez en 1777 établit la frontière officielle entre le territoire espagnol et le territoire français, qui prend le nom de Saint-Domingue. Saint-Domingue devient la colonie la plus riche des Antilles. Elle est, au XVIIIe siècle, le premier producteur mondial de sucre et de café. Saint-Domingue produit également coton, tabac et indigo. Les revenus tirés de cette colonie constituent un pilier non négligeable de l'économie française. Cette prospérité est basée sur l'esclavage. Les bouleversements politiques causés par la Révolution française de 89 sont à l'origine de la remise en cause du système esclavagiste. Les esclaves de Saint-Domingue reprennent le slogan jacobin « Vivre libre ou mourir » contre leur maître. Mais sous l'influence du lobby colonial, l'Assemblée nationale vote en mai 1791 le maintien de l'esclavage dans les colonies. Cela nourrit une insurrection des esclaves à Saint-Domingue qui sera durement réprimée par les autorités coloniales. En parallèle, des puissances rivales de la France, notamment l'Espagne et l'Angleterre, profitent des guerres révolutionnaires pour tenter d'accaparer les colonies françaises. Début 1794, 2/3 de Saint-Domingue sont aux mains de ces deux puissances. La Convention nationale abolit l'esclavage dans l'ensemble des colonies françaises le 4 février 1794. Toussaint Louverture, un des chefs des esclaves insurgés, rejoint alors les rangs français avec ses troupes. Au sein de l'armée française, il reprend la plupart des territoires perdus. En 1801, il devient le gouverneur de la colonie et promulgue une constitution qui affirme à la fois l'abolition définitive de l'esclavage et l'autonomie politique de Saint-Domingue, sans rupture formelle avec la France. Elle connaît alors une période de paix et de prospérité avec le redémarrage de la production agricole, cette fois-ci sans esclaves. En 1802, Napoléon Bonaparte envoie une expédition de 20 000 hommes à Saint-Domingue afin de reprendre totalement possession de l'île et y restaurer l'esclavage. Le 7 juin 1802, Toussaint Louverture, à la tête des insurgés, est fait prisonnier et envoyé en exil dans le Jura, où il mourra le 7 avril 1803. Les forces insurgées résistent et défendent les forces françaises. En novembre 1803, le 1er janvier 1804, l'armée révolutionnaire proclame l'indépendance de Saint-Domingue sous le nom indigène d'Haïti. Cette proclamation consacre une double révolution, celle de la fin du système esclavagiste et celle d'une colonie contre sa métropole. Un embargo commercial sera décrété sur les produits haïtiens par la France qui empêche la jeune République, qu'elle ne reconnaît pas, d'exporter ses produits. Mais cette indépendance a un coût que l'ancienne puissance coloniale cherche à faire payer. En 1825, le roi Charles X tente de reprendre Haïti et impose un ultimatum, verser à la France des réparations pour compenser les pertes économiques liées à l'indépendance en échange de la reconnaissance ou la guerre. Haïti, dépourvu d'alliés majeurs, n'a pas le choix. La somme exigée est de 150 millions de francs à verser en 5 tranches annuelles. L'ancienne colonie doit emprunter auprès de banques françaises pour régler ses paiements, ce qui ajoute des intérêts à la somme initiale. C'est la double dette. Les États-Unis, qui se sont substitués à la France en tant que principal actionnaire de la Banque nationale haïtienne, occupent Haïti à compter du 28 juillet 1915 pour protéger les intérêts économiques américains. En 1918, Washington met en place une nouvelle constitution et un État fantoche.
Le travail forcé est réinstauré, vécu comme un retour à l'esclavage par les Haïtiens. Sur 10 ans, un quart du revenu total d'Haïti a été consacré au remboursement de dettes contrôlées par la National City Bank américaine. Le développement des mouvements nationalistes et anti-américains dans la région, ainsi que les effets dévastateurs de la crise de 1929, conduisent les États-Unis à mettre fin à l'occupation d'Haïti à l'été 1934 et à remettre le pouvoir aux forces armées haïtiennes. Le 21 août 1934, Haïti devient de nouveau une nation indépendante après 19 ans d'occupation militaire américaine. En 1957, profitant d'une période d'extrême instabilité, le docteur François Duvalier, dit Papadoc, s'empare du pouvoir avec l'aide de l'armée. Il se proclame président à vie en 1964 et met en place une féroce dictature. Il crée une milice redoutée et omniprésente, les Tontons Macoutes. En 1971, Jean-Claude Duvalier, dit Bébé Doc, devient à la mort de son père président à vie à l'âge de 19 ans. Il poursuit les politiques ultra-répressives de ce dernier. Le 7 février 1986, alors que la situation économique est particulièrement dégradée, un soulèvement l'oblige à fuir le pays et à remettre le pouvoir à l'armée. Il se réfugie en France. Haïti adopte une nouvelle constitution en 1987. Le 16 décembre 1990, Jean-Bertrand Aristide, ancien prêtre, est élu président avec près de 70% des voix. Mais moins d'un an plus tard, le 30 septembre 1991, il est renversé par un coup d'État militaire. Une répression sans précédent s'abat immédiatement. Au moins 5000 personnes auraient été tuées entre 1991 et 1994. Plus de 500 000 personnes fuient la capitale, de nombreux par la mer. Ces boat people se dirigent notamment vers la base américaine de Guantanamo à Cuba. L'ONU proclame un embargo, notamment sur les produits pétroliers et les armes, pour sanctionner le coup d'État. En 1994, une opération internationale Uphold Democracy, dirigée par les États-Unis de Bill Clinton, avec l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies, débarque en Haïti et permet le rétablissement d'Aristide en tant que président. 2 ans plus tard, son mandat expire. Un de ses proches, René Préval, lui succède. Jean-Bertrand Aristide est de nouveau élu en décembre 2000 pour 5 ans. Mais la légitimité de son élection est contestée par l'opposition. Il échoue à trouver des solutions aux problèmes économiques et aux inégalités sociales du pays. Les affaires notamment de corruption se multiplient autour de l'exécutif et la mobilisation contre son régime s'accroît dans la violence jusqu'en février 2004 où l'insurrection le pousse à fuir le pays. Certains estiment que les puissances occidentales, en particulier Washington et Paris, auraient favorisé sa chute. D'autres que c'est la colère populaire qui l'a poussé à quitter le pays. Quoi qu'il en soit, c'est un tournant pour le pays qui bascule dans le chaos. À cela s'ajoutent des inondations catastrophiques et un cyclone qui frappe le nord-est du pays la même année, faisant des milliers de morts. Ce qui devait être l'année de la célébration du bicentenaire de l'indépendance du pays vire au cauchemar. En avril 2004, les Nations Unies approuvent l'envoi d'une force de maintien de la paix pour Haïti de plus de 8000 hommes, dont des forces françaises et américaines. Il établit en juin 2004 la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, dirigé par le Brésil et composé de plus de 9000 hommes. Haïti entre dans une phase durable d'effondrement institutionnel. L'État perd sa capacité à exercer son autorité, laissant de vastes zones sous contrôle de groupes armés et d'anciens militaires. L'administration peine à organiser des élections crédibles, la corruption et les divisions politiques règnent. La présence internationale ne permet pas de stabiliser durablement le pays. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre absolument dévastateur d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter frappe le pays. Bilan, 280 000 morts et 300 000 blessés. Ce séisme détruit les habitations de plus de 1,5 million de personnes et génère une crise humanitaire majeure. S'y ajoute, dans des conditions sanitaires déplorables, une épidémie de choléra qui amplifie le bien. Face à la catastrophe, le 19 janvier 2010, le Conseil de sécurité dans sa résolution 1908 approuve l'augmentation des forces des Nations Unies pour Haïti sur le terrain pour aider le pays à se reconstruire. Maintenue jusqu'en 2017, elle est éclaboussée par plusieurs affaires. Les casques bleus sont accusés d'avoir exploité sexuellement des femmes haïtiennes. D'autres sont soupçonnés d'être à l'origine de l'épidémie de choléra qui a frappé Haïti après le tremblement de terre et qui aurait fait plus de 10 000 morts. Les États-Unis lancent de leur côté l'opération Réponse unifiée dès le lendemain du tremblement de terre et envoient 10 000 soldats en Haïti. Malgré l'afflux d'aide humanitaire du monde entier et la mobilisation de nombreuses ONG, celle-ci ne parvient pas tout à fait à la population. L'aide a été mal calibrée et surtout détournée. 2 ans après le tremblement de terre, 500 000 personnes étaient toujours sans logement et vivaient dans des camps informels. Les organisations haïtiennes, pourtant essentielles pour répondre aux besoins de la population locale, ont été très peu incluses dans le processus d'aide au profit d'organisations extérieures.
Pourtant, la société civile haïtienne compte de nombreux talents. Le pays ne parvient pas à sortir du marasme aggravé par le tremblement de terre. D'un point de vue politique, les élections qui devaient avoir lieu en 2010 sont reportées en 2011. Elles portent au pouvoir Michel Martelly, ex-chanteur, et marque une alternance, mais pas la fin de la corruption ni de l'efficacité du pouvoir. Son dauphin désigné, Jovenel Moïse, lui succède en début 2017. Élu avec une participation de seulement 21% et accusé de corruption, il est rapidement contesté. L'instabilité gouvernementale s'installe tandis que la situation économique et sociale se détériore en 2019 avec une dévaluation monétaire qui nourrit l'inflation. Une pénurie d'essence à la fin de l'été 2019 finit d'embraser le pays. D'immenses manifestations se multiplient dans les mois qui suivent. Entre 1 et 2 millions d'Haïtiens sur une population de 11 millions y auraient participé. La gouvernance continue de s'enrayer. À compter de 2020, le président dirige par décret, la loi électorale n'ayant pas été approuvée par le Parlement. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, Jovenel Moïse est assassiné dans le palais présidentiel par un commando armé. Malgré l'emprisonnement de plus de 40 suspects et 5 juges successifs mobilisés sur l'affaire, le flou subsiste toujours autour de cet assassinat. Il est certain qu'il intervient dans un contexte de tensions politiques, de corruption généralisée et de violences liées au trafic dont Haïti, en tant que territoire mal contrôlé, idéalement situé entre l'Amérique latine et les États-Unis, constitue une plaque tournante. En effet, dans un contexte de délitement de l'État et des institutions, des groupes armés et des narcotrafiquants ont pris pied dans le pays. L'assassinat de l'ancien président résulte et nourrit ce phénomène. Les gangs armés ont depuis prospéré en pratiquant le racket, les enlèvements, pour ensuite s'équiper en armement moderne bien plus développé que ceux des forces de l'ordre. Il représenteraient aujourd'hui près de 50 000 hommes dans la capitale, soit bien plus que les forces de l'ordre national. En 2024, l'ONU dénombre 5600 assassinats liés à l'action de ces groupes, 1500 enlèvements avec des demandes de rançon, sans compter les violences sexuelles pratiquées par ces gangs. Il maîtrise aujourd'hui environ 90% de la capitale. L'inaction de dirigeants corrompus renforce le sentiment d'impasse. Selon le classement de perception de la corruption de Transparency International, Haïti, en 2024, est classé au 168e rang mondial sur 180 entre le Turkménistan et Myanmar. Le pays se retrouve désormais dans une situation d'État failli. L'absence de représentants élus depuis 10 ans renforce l'absence totale de contrôle sur la situation. Face à ce vide institutionnel et sur demande d'Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU approuve en 2023 la mise en œuvre d'une mission multinationale d'appui à la sécurité qui vise à soutenir les forces de l'ordre dans la lutte contre les gangs et l'insécurité. Dirigée par le Kenya, elle est mise en œuvre en juin 2024. La situation politico-sécuritaire est à la fois l'une des causes et le résultat de la situation socio-économique d'Haïti. Environ les 2/3 de la population dépendent de l'agriculture pour leur subsistance, la plupart étant des petits agriculteurs. Le pays connaît une croissance économique en dents de scie depuis le début des années 2000 et est en récession depuis 2019. Son PIB a évolué beaucoup moins rapidement que celui de la République dominicaine voisine. Le PIB dominicain est aujourd'hui près de 5 fois supérieur. Il en va de même pour le PIB par habitant. En Haïti, il stagne autour de 3 000 $ en parité de pouvoir d'achat au cours des dernières années, loin derrière celui de la République dominicaine à 8 fois supérieur à son voisin haïtien, alors qu'ils étaient similaires auparavant. Selon la Banque mondiale, en 2024, 60% des Haïtiens vivent avec moins de 3,65 $ par jour, 37% avec moins de 2,15 $. L'insécurité alimentaire touche 6 millions de personnes, plus de la moitié de la population. L'espérance de vie est de 65 ans. Haïti se situe donc parmi les pays les plus pauvres et les moins développés de la planète, malgré ses richesses potentielles énormes. En 2023, il se classe au 166e rang mondial en termes d'indice de développement humain et a reculé de 9 rangs depuis 2016. Il est le seul pays des Amériques à appartenir à la catégorie des pays les moins avancés de la Banque mondiale. La situation sanitaire est tout aussi inquiétante. Le choléra fait son retour en 2025. Selon la Banque mondiale, plus d'un cinquième des enfants risquent des limitations cognitives et physiques et seulement 78% des jeunes de 15 ans survivront jusqu'à 60 ans en 2020. La situation est aggravée par le dérèglement climatique. Haïti est l'un des territoires les plus concernés et vulnérables au changement climatique. Le pays est classé au premier rang de l'indice mondial des risques climatiques. La population doit affronter la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes dont les conséquences sont aggravées par le manque d'infrastructures et par la dégradation du territoire. C'est le cas notamment avec la déforestation accentuée qui aggrave les phénomènes d'inondation et de glissement de terrain. Haïti aurait
aurait perdu 98% de son couvert forestier en 3 siècles. Or, la déforestation est désormais pratiquée par la population qui cherche désespérément des moyens de subsistance, mais qui se retrouve la première touchée par les catastrophes naturelles. Un cercle vicieux de la pauvreté et de la dégradation climatique. La situation à Haïti aurait poussé plus d'1 million de personnes à fuir leur lieu de vie en 2024. Certains Haïtiens tentent la chance à l'étranger. Or, la politique de nombreux États de la région à l'égard d'Haïti semble principalement fondée sur l'objectif de contenir le risque d'expansion du chaos et ses conséquences, notamment migratoires. Ainsi, la République dominicaine a désormais une politique d'expulsion des Haïtiens et construit un mur à la frontière. Il en va de même pour les États-Unis, Haïti ne se situant qu'à 1000 km de la Floride. L'administration Trump n'a pas hésité en juin 2025 à révoquer le statut de protection temporaire qu'avait accordé l'administration Biden aux réfugiés haïtiens. 520 000 Haïtiens risquent de se voir expulsés vers Haïti depuis l'entrée en vigueur de cette mesure en septembre. Cela pousse nombre d'entre eux à se tourner vers le Canada. Le phénomène d'immigration n'est pas nouveau et fait de la diaspora haïtienne l'une des plus importantes au monde. En 2022, aux États-Unis, la diaspora haïtienne était de 1,2 million de personnes, suivie par la République dominicaine, le Chili, le Canada, la France et le Brésil. Avec 3,8 milliards de dollars en 2023, la diaspora contribue à hauteur d'environ 20% à la richesse nationale, loin devant les exportations et les investissements étrangers. La situation de crise renforce la dépendance à l'étranger, notamment en matière d'aide humanitaire. Mais celle-ci reste extrêmement insuffisante puisque, selon l'Organisation internationale de la francophonie, seuls 10% des besoins sont financés, le taux le plus bas du monde. Or, cette dépendance à l'égard de l'étranger est l'une des causes profondes de la situation d'Haïti. La question de la dette du pays à l'égard de la France et les pertes financières induites par la prise de contrôle par les États-Unis au début du XXe siècle se pose régulièrement. Il faut se rendre compte qu'Haïti a continué à payer des intérêts sur sa dette française jusqu'en 1950. Depuis un discours d'avril 2003 de Jean-Bertrand Aristide, demandant pour la première fois ouvertement réparation, le sujet ne cesse de revenir sur la table. L'ancien président haïtien estimait même ces réparations à hauteur de 21 milliards de dollars. À l'occasion du bicentenaire de la reconnaissance par la France de l'indépendance d'Haïti et de l'imposition de la dette, Emmanuel Macron a annoncé en avril 2025 la création d'une commission d'historiens visant à explorer l'histoire commune d'Haïti et de la France et les enjeux autour des indemnités versées. Il est cependant peu probable que des réparations matérielles soient décidées. Face à l'urgence de la crise actuelle et à l'impossibilité de rétablir l'ordre, la mission dirigée par le Kenya a pris fin en octobre 2025. Les quelques milliers d'hommes ne sont en effet pas parvenus à rétablir l'ordre sur place. Elle a été remplacée, via une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de septembre 2025, par une force de répression des gangs qui doit être dotée de 5500 hommes sous mandat onusien. Si l'objectif de rétablir la sécurité est prioritaire à court terme, c'est l'enjeu de la reconstruction d'un État fonctionnel qui se pose pour permettre une stabilisation du pays à plus long terme et permettre à Haïti de reprendre la place centrale que lui offrent ses positions géographiques dans l'ensemble caribéen. Les élections générales sont prévues pour 2026, mais pourront-elles se tenir ? L'aide au développement doit également être repensée pour mieux coller aux besoins d'Haïti et de s'assurer de sa bonne affectation. Les organisations internationales onusiennes, mais également l'Organisation internationale de la francophonie et le CARICOM auquel appartient Haïti, ont en ce sens un rôle à jouer, au même titre que les grandes puissances, en particulier la France et les États-Unis, au vu du poids de l'histoire qui les lie à Haïti. Haïti souffre depuis longtemps d'un État défaillant, d'une corruption de la classe politique qui ont laissé la porte ouverte aux gangs qui font souffrir la population. Pourtant, il y a une société civile à Haïti qui est formée, qui est éduquée, qui peut participer s'il y a un État qui lui laisse la place qu'elle mérite.